Qui sont-ils pour de vrai ? Je suis Caroline Garnon et je vous propose de rencontrer des dirigeants, chefs d'entreprise ou personnalités qui font rayonner notre belle région, l'Alsace. Aujourd'hui, je reçois Romina Marcovici, vice-présidente chez Merck. Bonne écoute à tous. Bonjour Romina. Bonjour. Bienvenue au podcast Pour de vrai. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ravie d'être avec toi, pareil, dans ce lieu assez magique et chouette. Donc, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. C'est très gentil d'avoir accepté cette invitation parce qu'en fait, on ne se connaît pas. On s'est rencontrés un peu par hasard à un événement et je t'ai demandé si tu étais intéressée d'être interviewée à ce podcast et tu m'as tout de suite dit oui. Donc, d'emblée, j'ai eu une opinion en me disant punaise, elle accepte ça tellement facilement que voilà, je trouvais que c'était une accessibilité qui était très agréable de ta part. Donc, merci pour ça. Avec plaisir. Mais je pense qu'il est... pourquoi j'ai dit oui? Parce que je pense qu'il est important de pouvoir partager un certain nombre d'expériences, parce que je sais que souvent on me pose des questions sur des sujets divers et variés, et un podcast c'est toujours intéressant, parce que pour avoir déjà échangé un petit peu avec toi, je pense qu'on va aller assez loin sur certains sujets, et puis ça peut effectivement répondre à des questions que d'autres se posent, ou inspirer d'autres, ou générer également d'autres questions à venir. Donc ravie de pouvoir partager mon expérience et ma vision de certains sujets. Eh ben, merci en tout cas. Donc moi, j'ai vu que tu étais vice-présidente senior de la chaîne de valeur des solutions avancées chez Merck. Est-ce C'est que ça, j'ai juste? tu juste, bravo. Est-ce que tout le monde comprend ce charabia? Parce que perso, il faudra que tu m'expliques, ce que tu fais. OK, Mais, est-ce que dans ton secteur, dans ton milieu, quand on lit ton titre, tout le monde comprend ce que tu fais? pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Donc En je me fait, sens moins seule. toute l'histoire est effectivement à créer, puisque déjà il y a eu pas mal de bouleversements cet été. C'est un poste qui s'est créé. Donc effectivement, pas beaucoup de monde sait ce qu'il y a derrière, dans l'entreprise et surtout en dehors de l'entreprise. Donc ravie De nous de expliquer tout définir. ça. Voilà. OK. Donc toi, ça fait, 20 ans en fait, que tu grimpes un peu les échelons, progressivement, chez Merck. Mmh. Donc, voilà, tu au début des années 2000 que tu as décidé de travailler là-bas. Oui. Est-ce que, c'était, une envie de ta part? Est-ce que tu avais ciblé cette entreprise ou est-ce que tu as un peu postulé, par hasard et le destin a fait que, tu te retrouves, là-bas? Alors en fait, c'était pas du tout une cible pour moi au départ. J'ai un profil assez atypique, puisque j'ai fait des études de psychologie clinique et psychopathologie à Strasbourg. Donc rien qui me prédestinait à rentrer dans le monde de l'entreprise. Comment ça s'est fait? C'est qu'à la fin de mon cursus en psycho, j'ai rajouté un master en ressources humaines, et à la fin de ce master, qui était en alternance et que j'ai fait chez Aguerre à Obernai, et ben, il était temps de trouver un travail. Et à ce moment-là, j'ai poussé la porte d'une agence intérim, et j'ai dit: Voilà mon parcours, voilà mes diplômes, si vous avez des opportunités professionnelles, je suis preneuse». Et donc la personne qui m'a accueillie, elle m'a dit: «Bah, justement, il y a un poste en intérim qui s'ouvre chez Millipore», à l'époque, Mmh. puisqu'on était à Millipore. Et là, je lui ai dit: «Ah ben, non, non, parce qu'en fait, je parle pas du tout anglais, donc c'est même pas la peine d'envoyer mon CV chez eux». Et lui, il m'a dit: «Bah, on essaye, on verra bien. De toute façon, c'est pour un poste de 6 semaines, ils recherchent quelqu'un dans les ressources humaines pour remplacer une personne qui part en congé maternité, donc on tente et puis on verra bien ce qui se passe». Et donc bien lui en a pris, puisque plus de 20 ans après, je suis effectivement encore chez eux, et dans des fonctions qui n'ont plus rien à voir avec celles pour lesquelles je suis rentrée, mais en fait, je pense que j'ai vécu à peu près 1000 vies dans cette entreprise, et je regrette pas une seule seconde que ce monsieur ait envoyé ma candidature. C'est quand même incroyable de se dire qu'aujourd'hui, au poste que tu as commencé en tant qu'intérimaire. C'est ça. Enfin, comme quoi, tout est possible. Donc j'invite, toutes les agences d'intérim, en tout cas, à utiliser ton exemple. D'ailleurs, on avait reçu à ce micro, en fait, Mathieu Balmel qui dirige la société Actua. Mmh. Et voilà, je trouve que tu es un exemple, merveilleux, en fait, de réussite, via l'intérim. Donc c'est vraiment plutôt chouette. Je reviens juste 2 secondes sur tes études. Mmh.
Donc psycho, enfin, moi je suis encore d'une génération où psycho, c'était à l'époque un peu déjà quasiment toutes les femmes, allaient là-bas. Mmh. Que, mes amis, garçons, en fait, à l'époque, dès qu'ils voulaient aller, draguer, ils allaient faire les soirées psycho parce qu'ils savaient que là-bas, La jante féminine bah, était bien représentée, oui, voilà. effectivement, ouais. Et c'est vrai que, en France, on est quand même très attaché à la valeur des diplômes. Mmh. Là, c'est pareil, avec un diplôme de psychologie, est-ce qu'il y a un moment où on t'a fermé des portes en te disant, que tu n'avais pas le bagage, suffisant pour, être là où tu es aujourd'hui? Ou est-ce que c'est parce que c'était une entreprise étrangère où ils sont, beaucoup moins, on va dire pas regardants, mais est-ce que si Merck avait été français, est-ce que tu penses, que tu aurais pu être là où tu es aujourd'hui? Alors la problématique s'est pas posée chez, Millipore ou chez Merck, elle s'est posée en fait, parce que pour pouvoir, rentrer en master RH, en alternance, il fallait une entreprise et du coup, l'EM, qui était donc, la structure dans laquelle j'ai fait mon master, m'avait donné une liste d'entreprises qui cherchaient des alternants, ou des apprentis pour rejoindre le cursus. Et bah, j'ai envoyé ma candidature à l'ensemble des entreprises, qui recherchaient quelqu'un, donc qui avaient fait la démarche de dire: «Ben, moi, je suis prêt à prendre, un apprenti ou un alternant» et en fait, je n'ai eu quasiment que des refus Mmh. et effectivement, le mot d'ordre, c'était en tout cas, le motif qu'on me donnait, c'était, «On ne souhaite pas de psy dans l'entreprise». Et donc moi, je leur disais: «Mais non, mais justement, en fait, c'est pour sortir, de ce cursus et pouvoir apprendre les ressources humaines, que je fais cette démarche-là. C'est pas pour intervenir en tant que psy», parce que finalement, il y avait pas mal de fantasmes autour de cette fonction et donc c'est plutôt, à ce moment-là que j'ai rencontré des difficultés. Et je dirais que par la suite, une fois que j'avais décroché le fameux, master Mmh. RH, après c'était beaucoup plus facile pour rejoindre, en tout cas, Millipore puisque je venais effectivement avec un diplôme, qui était officiel et qui ouvrait, les portes, au niveau même de la fonction. Mais, voilà, donc les difficultés se sont plutôt rencontrées, avant. À ce moment-là? Mmh. OK. Et après depuis en fait, et jamais on t'a un peu retoqué ou fait comprendre, qu'il manquait quelque chose, Bah, en fait, pour pouvoir, ensuite évoluer dans l'entreprise et occuper les différentes fonctions que j'ai eu la chance de pouvoir, occuper, j'ai à chaque fois repris des études, hein, pour rajouter des diplômes et Ah une super! expertise, qui du coup facilitait, l'étape d'après. D'accord, et c'est des formations à chaque fois, spécifiques à tes nouvelles fonctions? Oui, en fait, donc j'ai passé 7 ans dans les ressources humaines et ensuite, j'ai souhaité, passer du côté du manufacturing, parce que j'étais leur support RH, à ce moment-là et je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant de passer de l'autre côté de la frontière, devenir une manager moi-même, et pourquoi pas dans le monde, d'une usine». Mais du coup, j'ai dit à ma chef: «Mais j'y connais rien en fait, ni en finance, ni en supply chain, donc il me faudrait, un bagage, de formation, pour pouvoir, passer, à l'étape suivante et du coup, j'ai fait un executive MBA pendant 18 mois. Donc pareil, à chaque fois, je me disais: «Ben, comment est-ce que je peux acquérir un certain socle de connaissances pour pouvoir ensuite construire en utilisant mon expérience, ma sensibilité personnelle et utiliser ce que j'avais appris pour me dire: "OK, ça c'est bon, ça tu sais et sur cette base-là, tu peux construire et gagner en légitimité"». D'accord, donc en fait, si je comprends bien ta stratégie, c'est que tu avais envie de gravir les échelons, Oui, tu avais l'intention, enfin, tu avais des postes comme ça que tu disais: «Punaise, ça celui-là, je l'aimerais bien», et du coup, tu as pris la décision de te former pour pouvoir accéder à ton ambition, finalement? c'est ça. Sauf OK. que ça se traduisait pas forcément par une ambition claire et démesurée, c'était toujours, «Tiens, cet environnement m'intéresse, OK. ça me parle, je pense qu'il y a des
des problèmes à résoudre et moi, je suis comme ça. J'adore, quand il y a un problème à résoudre, j'aime bien quand il faut creuser, aller faire travailler les gens ensemble, parce que je pense que, c'est en travaillant ensemble qu'on arrive à améliorer les choses et du coup, à chaque fois, je voyais une opportunité pour pouvoir, me rendre utile et finalement, faire avancer, les différents éléments ou, résoudre des problèmes, bah, du coup, je me disais: «Tiens, là, je m'y verrais bien». Mais par contre, comment est-ce qu'on y va? Je suis quelqu'un qui adore apprendre et du coup, je me disais: «Ben, assieds déjà, une la théorie et ensuite tu pourras, vraiment t'amuser dans le nouveau terrain, qui est le tien». OK, et pourquoi tu dis que c'était pas une ambition? Enfin, pour toi, l'ambition, c'est quelque chose qui est un peu négatif ou qui peut être mal perçu? Non, mais c'était pas, j'avais pas un plan de carrière, comme ça en tête en me disant, «Un jour je serai, un tel ou à tel poste ou à tel autre poste». C'est toujours, la curiosité du nouveau, l'exploration, aussi le challenge intellectuel, qui me poussait à chaque fois à aller, chercher, l'étape d'après. Et encore aujourd'hui, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, bon là, je suis dans un nouveau poste depuis le 1er novembre, et sur le poste précédent, voilà, j'y ai passé 4 ans, donc j'étais à la tête du site, de Molsheim et en fait, pas plus tard que ce matin, j'ai une de mes collaboratrices qui m'a dit: «Est-ce que tu te souviens que l'année dernière, je t'ai dit: "De toute façon, l'année prochaine, tu feras autre chose"?» Et donc c'était assez drôle cet échange, ce matin parce que je lui dis: «Ah bon? Ah, je me souviens pas», et elle me dit: «Bah oui, j'avais bien vu que tu commençais en fait, à tourner un peu en rond et à t'agacer un peu, de sujets, qui revenaient, et donc je t'avais dit de toute façon, je suis sûre, l'année prochaine, tu feras autre chose parce qu'il y a quelque chose qui t'appelle». OK, donc plutôt que de l'ambition, ce serait plutôt, à chaque fois un nouveau challenge. En fait, c'est ça peut-être C'est ça, qui t'anime et dans un domaine où, il faut que tu apprennes, quoi. c'est ça, D'accord. c'est ça. Ouais, c'est Et effectivement, là, je suis de nouveau, complètement dans apprentissage, à 200 puisque c'est un nouveau poste qui se crée. C'est aussi un nouveau réseau à construire. C'est pas juste, j'agrandis mon cercle et je rajoute des responsabilités, des nouveaux partenaires à convaincre, donc bah, tout est tu vas nouveau. nous en parler justement Ouais. de ce poste. Mais avant ça, juste pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, Merck, c'est quoi les enjeux? C'est quoi les grandes missions, de Merck, de manière un peu simple pour qu'on Ouais. comprenne? Donc Merck, c'est une entreprise allemande, encore à 70 familiale. On est aujourd'hui 65 000 collaborateurs, dans le monde et en fait, Merck est composé de 3 grandes, business, j'ai envie de dire. Il y a la partie santé, Mmh. pharmaceutique à l'état pur, qui fait tout ce qui est traitement, oncologie, sclérose en plaques, ou fertilité féminine. Tu as la partie également qui s'appelle électronique, qui fait tout ce qui est cristaux liquides, OLED, donc tout ce que tu as dans tes téléphones, écrans télé et cetera. Et la dernière partie qui est sciences de la vie à laquelle moi j'appartiens, qui est en fait en support de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, pour tout ce qui est, soit fabrication de médicaments ou test de détection rapide pour tout ce qui est Escherichia coli, salmonelle, et autres, pathogènes dans la nourriture que tu peux, avoir au quotidien. Et bah, aujourd'hui en fait, je dirais ce qui anime, le groupe, c'est de vraiment faire grandir ces 3 segments de marché, dans un environnement qui est de plus en plus, en transformation, en changement, entre, ben, tout ce qui est post-covid, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, qui ont changé depuis le covid Quoi et spécifiquement? bah, en fait, je dirais que, les transformations sont de plus en plus rapides. Il y a également, l'industrie pharmaceutique qui se redéfinit complètement. Avant, tu avais, je dirais toujours les mêmes antibiotiques, toujours les mêmes médicaments ou les traitements également, anticancéreux qui étaient faits, à spectre large, pour correspondre, à je dirais à la majorité, des personnes possibles. Mais aujourd'hui avec l'avancée de la médecine, ton traitement sera pas le même que le mien. Pourquoi? Parce que tu as un patrimoine génétique qui va être différent du mien. Tu vas avoir une façon de réagir aux médicaments qui est différent en fait, de ma réaction et donc l'industrie pharma va développer des solutions thérapeutiques beaucoup plus personnalisées.
Mais ça, c'est suite au Covid? Enfin, tu penses que le Covid a eu un rôle à jouer là-dedans? Alors, disons que ça avait commencé avant le covid. Pendant le covid, tu as eu tout un temps d'arrêt, puisque tout était focalisé pour la recherche, sur le vaccin qui nous permettrait de sortir de la pandémie, dans Mmh. laquelle on était. Et ensuite, comme tout s'est mis en arrêt pendant 2 ans, 3 ans, en fait, toute l'industrie pharma s'est complètement relancée, après et a donc accéléré, tout ce qui est recherche et développement. OK. Tu as aussi, certains sujets comme, tout ce qui est, mRNA, qui a revu le jour, pendant le covid puisque c'est cette technologie-là qui a été utilisée pour développer le vaccin. L'ARN messager, Voilà. voilà. Et donc ça a remis de l'énergie dans tout ce pan d'activité qui avait été un peu, Mmh. mis en sommeil, pendant pas mal de temps. Donc suite à ça, en fait, l'industrie pharma s'est réinventée, ça a à nouveau accéléré en termes d'investissement et du coup, ça a demandé une réaction, très forte de la part des fournisseurs, tels que nous, pour les accompagner dans leur démarche de recherche et innovation. D'accord, OK. Et donc à Molsheim Mmh, spécifiquement, oui. vous faites, du coup, tout ce qui est sciences de la vie ou vous avez C'est vous ça. Donc ouais, nous, on va équiper les laboratoires de nos clients pour, libérer leurs produits. Donc ça, c'est nos cœurs d'activité, je dirais un peu historiques, comme des boîtes de pétri et cetera. On va également, soutenir toute la recherche et développement avec des systèmes d'eau ultra pure. Donc tous les chercheurs, du monde entier connaissent, nos produits, pour ces instruments-là. Et suite au Covid, on a également créé, une, 3e, grosse, usine, de fabrication pour des dispositifs à usage unique et ça, c'est vraiment pour supporter, en fait, l'industrie pharma, dans la personnalisation, de la fabrication de traitements médicamenteux. OK. Et Voilà. donc toi, avant novembre là, Oui, tu étais on va dire, directrice du site de oui, Molsheim c'est ça. et donc là, qu'est-ce qui a changé depuis le mois de novembre dans ta prise de poste? Alors, beaucoup de choses. En fait, déjà je suis sortie, même si je garde encore une responsabilité légale du site, de Molsheim, mais d'un point de vue fonctionnel, aujourd'hui, je travaille en étroite collaboration avec un secteur de marché, avec, une gamme de produits et c'est, à moi et à mes équipes de développer la stratégie industrielle pour cette gamme de produits. Donc mon environnement n'est plus que local, Molsheim, alsacien. Ouais. Il devient mondial et en fait, aujourd'hui, c'est à nous de développer, par exemple, pour cette gamme de produits, est-ce qu'il vaut mieux régionaliser la production? Est-ce qu'il faut avoir de la production au niveau des États-Unis, en Europe et au niveau de l'Asie? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir, tout à un même endroit? Autre question qui peut se poser, c'est, est-ce qu'il vaut mieux faire nous-mêmes en interne parce qu'on a toutes les compétences ou est-ce qu'il faut s'entourer de fournisseurs qui sont bien plus compétents que nous et pouvoir, répondre, aux besoins du business que j'accompagne? OK, donc ça, c'est des exemples de grandes décisions un peu C'est ça, stratégiques c'est ça, que tu as en responsabilité c'est ça. et tu es toute seule à décider, de ça? Alors heureusement non, Ouais, j'ai également, une petite équipe, qui m'aide, en fait, à travailler sur ces thématiques-là. Mais c'est vrai que pour moi, ça change énormément de choses parce que je passe d'un poste où finalement mon activité c'était, le quotidien, la résolution de problèmes, qui surviennent le matin et qu'il faut résoudre, avant la fin de la journée et cetera, à, donc très pragmatique et très, fonctionnel, opérationnel, ouais. voilà, opérationnel, à un job où, c'est beaucoup plus stratégique, moyen long terme. On imagine, quel va être, le devenir de l'industrie dans les 3-5 prochaines années. Donc, en fait, ça demande un changement complet, de la façon de Ouais, penser, de des projection. thématiques à aborder, beaucoup d'hypothèses aussi, à prendre en considération et tout ça dans un environnement qui est hyper changeant avec un contexte géopolitique, qui change à peu près, tous les matins et voilà et des contraintes financières qui touchent, finalement toute l'industrie, qui est la nôtre. Et donc du coup, tu parles de que tu n'es pas toute seule, que tu as une équipe, Mmh. pour décider ça. Comment ça se passe, cette prise de décision? Parce que vous vous appelez, vous faites une visio, vous dites: «Bah, voilà, qu'est-ce qu'on décide?» Enfin,
on imagine un petit peu qu'il y a quand même des grands enjeux Oui, qui vont, justement impacter, quand même beaucoup, les sites et justement l'opérationnel. Enfin, on oui. imagine un petit peu toute la cascade opérationnelle qui peut, on va dire, découler des Mmh, décisions que tu vas prendre. ouais. Heu, est-ce que tu peux nous dire comment vous faites pour décider, ça? C'est-à-dire que vous en parlez, chacun a une idée? Non, 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 alors, déjà, il y a beaucoup d'écoute. Il y a beaucoup d'écoute de notre part, sur le plan business. C'est-à-dire, parce qu'en fait, toutes les forces commerciales, elles sont au contact de leurs clients et ils voient, en fait, l'évolution, déjà en partant du client. Donc le client, il va dire: «Ben, moi, dans 3 ou 5 ans, j'ai besoin d'investir massivement dans un nouveau site de production, ou je sens que la technologie est en train de changer». On parlait de l'IA, Mmh. avant de commencer ce podcast. En fait, tu as beaucoup d'évolutions technologiques qui viennent, complètement changer la donne et donc sur ces informations-là, nous, on va dire, ben: «OK, quel est l'état actuel de notre appareil productif?» Est-ce que, on est en limite de capacité sur certains de nos sites? Est-ce que, de par la croissance, du business qui a annoncé, est-ce qu'on est capable, de développer des nouvelles lignes de production déjà en interne ou est-ce qu'il faut qu'on aille voir à l'extérieur? Donc tu as pas mal d'outils en fait, qui te permettent, d'évaluer quel est l'état, en interne de notre solution, industrielle et ensuite de se dire: «Ben, là où ça marche bien, bah, tu as pas besoin de passer beaucoup de temps. Par contre, là où tu identifies des décalages entre ce qu'on voit venir et l'état de Oui. nos forces actuelles, ben, c'est là où en fait on va commencer à travailler. Donc on va dire, ben, par exemple, je dis, n'importe quoi, je dis, Molsheim, imaginons on est à 80 plein aujourd'hui. On sait que pour répondre aux besoins dans les 3 ou 5 prochaines années, il va falloir investir sur des lignes supplémentaires. À partir de ce moment-là, on développe, l'évaluation financière de ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une ligne qu'on rajoute à Molsheim ou est-ce que c'est une ligne qu'on va rajouter ailleurs dans le réseau, qu'on a à notre disposition? Et on va commencer les évaluations. Combien ça coûte? OK, donc une fois qu'on a les estimations financières, est-ce que les ambitions commerciales permettent de payer cet investissement supplémentaire? Si oui, on va aller présenter notre projet plus haut au niveau des financiers. Bah, ça justement, c'était une de mes questions, Voilà. c'est à qui tu dois rendre des comptes, quoi? Ouais, en Ouais. fait, en fonction des sommes d'investissement qui sont estimées, tu montes plus ou moins haut, Mmh. au niveau de la hiérarchie. Donc si c'est, je dirais, une ligne de fabrication classique qui coûte à peu près 20 000 000 tu as à peu près 2 niveaux où il faut que tu ailles, chercher les autorisations, nécessaires. Donc avec un certain process à suivre, avec des présentations à faire, et donc tu vas avoir, des jalons à avoir et enfin à parcourir et puis tu vas avoir, l'autorisation qui t'est donnée ou pas, Ou pas? en fonction également des contraintes financières que le groupe, peut traverser. Et après tu as, s'il faut investir dans tout un nouveau site, par exemple, quand on a rajouté la troisième activité à Molsheim, on a investi 150 millions. Là, ça monte. Ouais, Là, on va jusqu'au niveau de la famille pour obtenir, les autorisations nécessaires pour investir. de la famille? Oui, parce que tu peux avoir des montants d'investissement où, les membres de la famille, en tout cas leurs représentants, ont un droit de regard et vont valider effectivement, l'investissement, au fur et à D'accord, mesure. OK. Mmh. Mais alors, donc la stratégie que tu décides de mettre en place avec ton équipe, Oui, donc vous arrivez à vous entendre de manière un peu collégiale et puis oui, d'aller présenter ce c'est ça. dossier-là, au-dessus en En fonction? fait, on va toujours présenter avec le business qu'on Mmh. supporte, parce qu'au final, c'est le business qui signe Oui, et qui dit, «Moi, je m'engage voilà, c'est ça. à développer cette activité-là et à m'assurer que les vendeurs, soient effectivement focalisés sur cette activité». Et est-ce que ça vous arrive d'être en désaccord? Oui, régulièrement, D'accord. Et alors régulièrement. comment tu fais pour, les convaincre ou est-ce qu'il y a des moments où tu es sûr de toi et du coup tu vas essayer de défendre un petit peu ton point de vue? Ou est-ce qu'au contraire vous essayez de trouver un terrain d'entente pour, justement aller défendre le dossier un peu plus haut? Alors j'ai envie de dire que pour l'instant, le désaccord, il est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que le business a des besoins, et nous on dit: «Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le bon moment?» Quelle est la fiabilité également de votre ambition, des forecasts de vente, et cetera? Donc on est plus,
vu un peu comme la voie de la sagesse, si j'ai D'accord. envie de dire, plutôt que de se dire, «Non, on y croit, vraiment fermement et on va pousser parce que, c'est vraiment la bonne chose à faire». Donc je dirais que on est plus en train de tempérer et de dire: «Bon attends, toi tu as peut-être besoin d'un site, là où nous on peut encore, essayer de développer, l'une ou D'optimiser. l'autre activité Mmh. ou rajouter une ligne, avant, d'aller, investir, encore plus haut, alors que pour l'instant, c'est peut-être pas encore complètement forcément, nécessaire. Et alors, au contraire, une fois que tu es, OK pour, engager justement le niveau, d'au-dessus, comment tu Mmh. fais pour les convaincre au-dessus? Parce que du coup, tu vas aussi te heurter à toi, genre on va te dire oui ou on va te dire non. Oui. Et comment tu fais pour, les convaincre? Enfin, tu fais une vraie présentation, Oui, alors on a un certain nombre de documents à remplir, hein, donc il y a tout un enfin, je saurais même pas te dire, combien on en a, mais il y a tout un business case à développer, hem, qui ont vraiment, enfin, on a besoin de vraiment de plusieurs mois, avant de pouvoir proposer, le projet, oui, hein. ça On doit parle de être six un à 9 mois, ah bah, oui, ça doit être énorme comme oui, boulot. oui, Ouais, ouais. parce que, tu as les éléments financiers, mais tu as également, toutes les études, diverses et variées en termes de environnemental, en termes de sécurité, enfin tu as pas mal de sujets que tu dois couvrir pour pouvoir, juste présenter le dossier. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs mois qui se passent. Il y a également, tu vas consulter, tes potentiels fournisseurs soit de matières, soit d'équipements, pour avoir une idée de l'enveloppe, globale dont tu as besoin. Donc ça demande d'embarquer, pas mal de personnes, dans l'aventure, pour pouvoir, juste, proposer le projet. Donc je dirais que c'est vraiment, une gestation, hein, Mmh. 9 mois, tu te dis c'est comme, c'est comme un enfant où finalement, tu vas avoir, beaucoup d'échanges, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de déjà entre nous se convaincre, nous-mêmes, tu vois? Et une fois qu'on a ce dossier, complètement, ficelé, alors tu as aussi pas mal de préventes que tu fais, avec les niveaux hiérarchiques, plus hauts, hein. Tu arrives pas en disant: «Ah tiens, au fait, j'ai un sujet que j'aimerais vous présenter», donc ils sont assez tôt mis dans la boucle, pour qu'ils soient pas surpris le jour où on vient effectivement avec le projet. Donc c'est vraiment aussi une, maturité que tu vas chercher avec l'ensemble de l'organisation avant de présenter ton dossier et puis d'avoir finalement un aval ou de dire: «Ben, non, on a besoin d'éléments supplémentaires». Ça peut être des retours de la présentation, ou ça peut être: «Oui, mais pas maintenant, pour X ou Y raison». Donc il peut y avoir, plusieurs options qui sont mises sur la table. Est-ce que tu Ou entre-temps, dans les 9 mois, il y a tellement de choses qui ont changé que finalement ils te disent, «Il y a des éléments que vous savez pas et donc pour l'instant OK, c'est non». ça stand-by, Oui. d'accord. Et j'imagine que quand les feux sont ouverts, tu dois y mettre, toute ta conviction et cetera, et quand on te dit, bah, finalement non, comment tu le gères, ça? Est-ce que tu te dis: «Bon, bah, c'est pas le moment, c'est pas grave», Mmh. ou est-ce que tu prends ça comme un peu un échec? Parce que quand on croit en quelque chose, en un projet, et qu'on te dit: «Bah, non», enfin on peut le vivre un petit peu de manière, négative. Ça t'impacte ce genre de décision? Non, parce qu'en fait, comme on est vraiment dans un système finalement, on est vraiment plusieurs à porter les sujets, hem, il y a toujours quelque chose à en apprendre, en fait, de ces présentations, de ces projets qu'on porte et de se dire: «Bah, si c'est pas maintenant». Je pense à un projet, ça doit faire 10 ans qu'on essaie de le faire passer. OK. Donc on connaît bien ces moments où on se dit: «Ah bah, non, c'est peut-être pas encore le bon moment». Mais en fait, à chaque fois, à chaque nouvelle itération, on se dit, «OK, aujourd'hui, la situation est différente». Donc on est encore plus armé pour, aller, encore plus loin. Mais donc, c'est-à-dire que tu n'abandonnes pas l'idée, quoi, tu y crois encore même 10 ans après? Oui, Ouais. oui, complètement, ouais. Ouais, ouais, ouais.
ouais. Bah, ça prouve en tout cas, la conviction et le cœur que tu mets, à résoudre les problèmes comme tu l'as dit, au début, quoi. Oui et surtout que, finalement, un projet qui démarre, il y a 10 ans, heu, peut-être que ce sera moi qui avec, le business qui effectivement le verra se transformer en réalité, mais peut-être pas. Peut-être que même, cette étape-là, finalement on est encore trop tôt ou c'est pas le bon moment d'investir et cetera et du coup peut-être que ce sera une autre équipe, qui verra sa réalisation. Mais, on arrive à se réjouir, aussi, énormément, heu, quand c'est quelqu'un d'autre qui arrive à le faire, naître Bah, quelque oui, part, parce que, tu auras comme dit souvent, débroussaillé avant, quoi. ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Mmh. Et alors justement, quand tu réussis, enfin ou quand l'équipe d'après, réussit, est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet qui a pu voir le jour, parce que c'était toi et ça aurait été, quelqu'un d'autre, ça se serait peut-être pas forcément, passé? Est-ce qu'il y a une réussite de projet comme ça, dont tu es particulièrement fière? Ou, au contraire, c'est plutôt on va dire une évolution un petit peu, «normale» entre guillemets quoi? Ou est-ce que toi, tu as impacté précisément un projet? Alors c'est assez difficile à dire parce que si je devais enfin, comme ça, en avoir un en mémoire, ce serait la dernière, activité qu'on a réussi à mettre en place, à Molsheim, donc avec les 150 millions d'investissements, qu'on a réussi à obtenir pour faire, naître et grandir cette activité. Par contre, je me l'attribue pas. C'est-à-dire que, heu, comme les temps sont très, très longs, Mmh. c'est déjà mon prédécesseur, qui avait mis, heu, les premières phases en route, parce que c'est pas, du jour au lendemain, tu te dis: «Allez, j'ai besoin de cette activité de 150 millions et donc on va monter le projet pour que ça puisse se faire». C'est vraiment en fait, chacun de nous qui, a semé les petits cailloux, successifs pour qu'à un moment donné, le gros investissement, puisse voir le jour. Donc c'est moi qui me suis retrouvée sous les projecteurs Ouais. au moment où il y a eu les annonces, mais personnellement, j'arrive pas à me l'attribuer, Ouais, je Heu, comprends. c'est vraiment tout un travail d'équipe, y compris de mon prédécesseur qui comme dit avait eu les premières idées pour se dire: «On pousse les murs», pour déjà lancer les premières phases et qui a permis également au site, d'asseoir sa crédibilité. Parce que c'est ça aussi, c'est pourquoi Molsheim et pas un autre site, hein, puisqu'on est Mmh. une cinquantaine de sites, dans le monde, pour les sciences de la vie. Donc tu peux te dire, pourquoi est-ce que c'est Molsheim qui a été choisi et pas quelqu'un d'autre? Et donc, in fine, c'est comme une relation interpersonnelle. Qu'est-ce qui fait que tu as confiance, dans l'autre personne, que tu rencontres? Et en fait, là, c'est beaucoup d'humain, c'est beaucoup de, bah, tu nous as démontré ou le site nous a démontré qu'on pouvait avoir confiance en vous, que vous répondez présent, que vous faites du travail de qualité et cetera. Et c'est comme ça que le site, a été choisi. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se dire, en tout cas moi j'arrive pas à me dire, Oui, c'est juste c'est toi, mon impact quoi. mais Ouais, 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 d'accord. ouais. Alors justement, parlons d'impact. Mmh, Qu'est-ce Quel genre d'impact tu penses, avoir pour, peut-être, tes successeurs, peut-être en mmh, interne, peut-être, sur, la santé, on va dire au mmh. niveau mondial pour être très, très large, Bah, moi mes petits dadas, c'est plus, et là pour le coup je pense avoir de l'impact, c'est plus sur, l'ouverture du site, en fait, tout ce qui est, rendre au territoire ce qu'on a pu obtenir au fur et à mesure de ces années, rendre aussi ce que moi j'ai pu, obtenir, tout au long de ma carrière et donc c'est vraiment d'ouvrir, les portes, de l'entreprise. Donc quand j'ai repris le site, on était, plutôt tourné vers l'interne, vers, le développement, de nos activités, nos collaborateurs, bref vraiment, plutôt, à se focaliser sur, notre entreprise et l'environnement intérieur et en fait, moi je me disais: «Non mais il y a des choses à construire, il y a des ponts à construire avec l'extérieur, avec les écoles, avec, les demandeurs d'emploi, mais aussi avec, toute l'activité environnementale».
la protection de l'environnement, tout ce qui est, RSE, tous ces sujets aussi diversité, équité et inclusion. Pas mal de thématiques qui me tenaient vraiment à cœur et pour lesquelles je me suis dit: «Tiens, ce serait intéressant de lancer des initiatives en interne». Et en fait, on a trouvé un écho, très, très favorable, hein, parce qu'il y a pas mal, puisqu'à Molsheim, on est un peu moins de 3000 personnes sur le site. Donc autant te dire que tu as, autant de personnes, que Eh d'activités beh, oui. possibles et Mmh. inimaginables, pas qu'en interne, mais aussi à l'extérieur. Tu as beaucoup de personnes qui s'engagent dans l'associatif, dans, tout ce qui est écologie, tout ce qui est protection de l'environnement, il y en a qui vont donner des cours, enfin, il y a autant de sujets que de personnes, qui sont sur ce site et en fait, je me disais: «Mais, il y a on a une telle richesse en interne, je suis sûre qu'il y a des choses qu'on peut faire pour notre environnement, local et pour développer encore plus, l'image de l'entreprise». Donc tu as demandé à tes collaborateurs, comme une boîte à idées, en fonction En de fait, on a lancé une initiative, RSE et on a dit: «Ben, tous ceux qui ont envie de participer à cet élan, ben, rejoignez-nous» et aujourd'hui, on a une soixantaine de bénévoles qui travaillent en plus de leur job au quotidien, sur des sujets, style, justement, protection de l'environnement, style, Gen Z. Comment accueillir, les salariés, de la génération Z, dans notre entreprise. Aujourd'hui, sur site, tu as 4 générations qui cohabitent et du coup, comment se connaître les uns les autres, comment, travailler ensemble, comment développer, l'entreprise de demain en prenant en compte, finalement les différences qui nous caractérisent. Mais pour ça, il faut s'y intéresser en fait. C'est pas juste, on s'en intéresse quand tu rejoins, l'entreprise. Non, c'est comment est-ce que on va déjà dans les écoles, on va essayer de, finalement de dire que l'industrie c'est bien. Parce que c'est pas créer des forcément, vocations. créer des vocations. Vendredi, on a accueilli, 40 collégiennes, J'ai vu. voilà, dans une thématique qu'on appelle Girls in Science, parce qu'en fait, on voit que les jeunes filles se détournent des matières scientifiques, Encore maintenant? encore maintenant Mmh. et du coup, c'est de dire: «Bah, non, en fait, vous êtes tout à fait, prêtes et aptes et équipées, pour rejoindre le monde des sciences, donc ne vous en détournez pas et ne laissez personne vous dire que soit vous avez pas le niveau ou que c'est pas des métiers pour vous, bien au contraire». Donc en fait, c'est vraiment de pour moi, l'impact, i enfin, en tout cas, l'empreinte que je voulais laisser et je pense que je l'ai laissée, en tout cas, sur le site, c'est, cette curiosité-là. C'est de pas juste rester en interne et de s'occuper que de nous, c'est de se dire: «Comment est-ce que je peux influencer le plus grand nombre?» De s'ouvrir un petit peu C'est au ça. OK. Ouais. OK, super. Et on parlait des projets dont tu étais particulièrement fière en interne. Mmh. Est-ce que, il y a aussi d'autres projets chez potentiellement des concurrents ou d'autres sites ailleurs dans le monde où tu te dis: «Punaise, celui-là, j'aurais trop aimé que ce soit moi qui le réalise»? Est-ce que tu regardes un petit peu ce qui se fait et tu te dis et Alors, on passe beaucoup de temps à regarder effectivement ce qui se fait chez les autres, hein, notamment quand on a développé notre politique RSE, on s'est dit: «Bon, je pense que tout le monde, s'intéresse à cette thématique-là, allons voir, ce qui se passe, chez nos voisins». Est-ce qu'il y a des sujets, où je me dis: «Ah tiens, j'aurais bien aimé, moi avoir l'idée»? Hem, je trouve que les petites entreprises sont beaucoup plus agiles et souples sur un certain nombre de thématiques, style diversité, équité, inclusion. J'avais rencontré un fondateur d'une chouette boîte dans le Jura qui, lui, il a créé carrément toute une entreprise autour des salariés en situation de handicap et donc il a vraiment pensé l'ensemble de son activité pour que, la personne qui se retrouve, face à un accident de la vie, ou qui se retrouve en situation de handicap, un puisse avoir une activité professionnelle. 2, on va faciliter, sa mobilité pour rejoindre, en tout cas pour passer de la maison, jusqu'au lieu, de travail et en fait, tout ça est né parce que, ce monsieur avait, un frère qui était en situation de handicap et toute sa vie, en fait, il a vu ses parents se battre pour que son frère, puisse, accéder au monde du travail et cetera et en fait,
en allant, rencontrer, en cherchant en fait, heu, des Des petites des initiatives. petites initiatives, on rencontre des gens extraordinaires. Et moi, c'est plus ça, c'est de se dire, «Waouh, Mmh. il y a vraiment des histoires de vie, des entrepreneurs qui ont fait, des choses incroyables». Là où nous, on met beaucoup plus de temps, de par la taille, et cetera, déjà pour avoir les validations en Oui, interne, j'imagine. c'est un peu moins flexible, mais ouais, je rencontre beaucoup de personnes qui me font rêver, ouais. C'est comme ça que Ouais. tu t'inspires, du coup? Oui, oui, et je me dis, «Si eux, ils y arrivent», et en fait, tu vois que c'est vraiment des destins de vie, quoi. C'est des personnes qui sont habitées par, ils sont convaincus, quoi. Ils ont vraiment une conviction profonde, souvent en lien avec leur histoire personnelle, heu et qui font bouger les lignes, qui font avancer la société, et je me dis: C'est juste, incroyable, quoi». Et donc tu es aussi présidente de BioValley. Oui, Donc, dans BioValley, il y a aussi pas mal de petites, oui, moyennes, entreprises. oui, Voilà, est-ce que donc c'est encore une nouvelle, corde à ton arc, une c'est nouvelle ça. fonction. Donc déjà, j'ai 2 questions par rapport à ça. Mmh. C'est, est-ce que tu as dû renoncer à d'autres choses pour pouvoir avoir, toutes ces casquettes, là? Mmh. Et la deuxième question, c'est justement, est-ce que c'est important pour toi d'être en contact avec, un microcosme, on va dire, qui est plus ou moins dans ton secteur d'activité pour justement t'inspirer? Pourquoi tu as rejoint, Alors, tu mentionnais au début du podcast qu'on s'est rencontrés un peu par hasard, et en fait, avec la directrice de BioValley, on s'est rencontrés un peu par par hasard. hasard? Donc, c'était pareil à une soirée, sur, une réflexion autour de l'humain dans l'entreprise, et bon, bah, on s'est croisés, on a échangé, quelques mots, et puis, bon voilà, chacun a suivi sa route, et quelques mois après, elle me recontacte, elle me dit, voilà, j'ai beaucoup aimé, tes réflexions, ta façon de poser l'humain au centre, et cetera, et bah, écoute, on cherche un président pour BioValley et on a pensé à toi. Donc là, j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit: «Mais attends, comment, au travers d'une soirée, en fait, tu arrives à cette conclusion et à cette proposition?» Parce qu'en fait, c'est bon, BioValley, c'est une structure que je connais depuis, bien une vingtaine d'années, Mmh. dont j'entends parler parce qu'on a été, partenaires, en tant qu'entreprise, depuis très longtemps. Mais pour moi, c'était très loin, en fait, donc il y avait pas forcément d'interactivité au quotidien, et donc quand Caroline est venue me voir, elle me dit, «Voilà, on a pensé à toi», et cetera. Je dis: «Mais enfin, vous avez un conseil d'administration, il y a personne, qui veut reprendre la suite?» Elle me dit: «Non, non, on a fait le tour, on a vraiment envie, que ce soit toi, si tu es intéressé pour reprendre cette activité». Donc là, je me suis un peu gratté la tête. Je me suis dit, «Bon, comment, comme Comment tu dis, vais-je comment je faire? vais faire entrer, Bah oui. ça dans mon emploi du temps?» Parce que je fais plein d'autres choses que juste, travailler et être présidente de BioValley, et je lui ai dit: «Ben, écoute, laisse-moi juste, en discuter avec mes équipes et je reviens vers toi». Donc on avait une réunion d'équipe, je pense, la semaine qui a suivi, et donc j'arrive dans cette réunion et je dis: «Bon, bah, écoutez, j'ai quelque chose à vous demander». Donc là, déjà, l'équipe elle est morte de rire parce que, bon, ils me connaissent quand même un peu. Ils savent que généralement, j'ai à peu près 300 000 idées à la seconde. D'ailleurs, on m'a noté ça un jour sur un t-shirt, et donc j'ai dit: «Voilà, il y a BioValley, qui m'a proposé de reprendre la présidence, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, pour pouvoir donner ma réponse. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je est-ce qu'on peut faire la liste de tous ceux dans quoi je suis impliquée, et est-ce que, vous êtes prêts à reprendre le flambeau sur un certain nombre de thématiques, pour que, potentiellement, je puisse dire oui?» Donc déjà, ils me regardent, ils me disent: «Bon, beh, OK, déjà, tu as envie de dire oui». Alors je dis: «Bah oui, parce que ça m'intéresse, le secteur de la santé, effectivement, comment fonctionnent les startups, comment, tout ça, ça prend vie, sur un territoire, au sein d'un territoire avec la région, et cetera, de comprendre, quelle est l'énergie qui est déployée dans ce secteur d'activité». Je me dis: «Oui, ça m'intéresse, ouais, ouais, mais j'ai besoin de vous». C'est-à-dire Mmh. que si à un moment donné, je sens que c'est pas possible, je déclinerai la proposition.
Et donc on s'est mis autour de la table, j'ai listé, l'ensemble des activités dans lesquelles, j'étais en tant que représentante du site de Molsheim et je dis: «OK, qui est prêt à prendre?» Et en fait, l'équipe, elle s'est mise, en route. Elle m'a dit: «Ben, moi, je reprends ça, moi, je reprends ça». Donc on a dispatché un peu les différents engagements dans lesquels, j'étais et on s'est regardé à la fin. Je dis: «OK, donc Donc là, c'est bon. c'est bon? Je Ouais. peux dire oui?» Et donc ils m'ont regardé, ils m'ont dit: «Ouais, c'est bon, tu peux y aller». Et Mais donc ce qui voilà. est super, moi, je trouve, c'est que tu as réussi à faire d'un projet qui pourrait être un projet personnel, finalement, Oui. tu as réussi à en faire un projet collectif et En ça, fait, c'est vraiment chouette. ouais, en fait, je pense qu'au fur et à mesure, ils ont compris aussi que l'ouverture, ça allait nous enrichir. Mmh. C'est-à-dire que la possibilité qu'ils me donnaient à moi d'aller à l'extérieur, heu, serait bénéfique. Pas que pour, l'économique, pas que pour le site, mais également pour eux en tant que collaborateurs. Et je le vois parce qu'en fait aujourd'hui, tu as l'académie, de Strasbourg, qui travaille avec nous pour les stages de seconde, enfin il y a plein d'initiatives, qui Il y a qui plein de voient le jour, synergies, ouais, finalement, ouais. il y a une dynamique, vraiment top, quoi. OK. Mmh. Et donc en gros, ce dont tu as eu à renoncer, c'était, quelques tâches, on va dire, enfin, pas des moindres, hein, mais du coup, tu as engagé tes équipes dans ces tâches-là, mais tu as dû Oui. renoncer à d'autres choses aussi ou? Non, pour l'instant, Pour l'instant, ça tient. j'arrive, ça Parfait. passe, ça tient. Ouais, ouais, ouais. J'ai aussi vu dans ton parcours que tu étais partie 2 ans en Allemagne. Mmh mh. Donc je ne pourrais pas te dire l'année par contre, mais il me semble que voilà, c'est à le moment où, tu avais un petit garçon qui avait, 8 ans à l'époque. C'est ça. Et là, pareil, la question que je me pose, c'est que c'est des choix. Mmh. Donc tu es parti, tu as accepté le poste 2 ans en Allemagne et forcément, ces choix, il faut un les assumer Oui, et 2 se dire, bah, que c'est possible et faire de ce projet personnel aussi un projet familial. c'est ça. Et comment tu as réussi à gérer ça? Tu l'as géré de la même manière que ce que tu viens de me dire avec BioValley ou? Alors là, c'était assez intéressant parce que, en fait, je me suis pas trop posé de questions et a posteriori, je me dis: «Mais j'aurais peut-être dû m'en poser un peu plus». En fait, donc c'était en 2014 et heu, effectivement, je venais de faire 3 ans sur un poste de directrice d'usine sur le site, à Molsheim et pareil, je fonctionne assez par cycle de 3-4 ans et donc j'avais fait un peu le tour, du sujet. J'étais prête à prendre un autre poste. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était le marketing. Mais le marketing m'a dit: «Ben, tu connais rien dans le marketing, donc il y a pas de poste, ou d'opportunité, identifiée à ce moment-là». Et comme j'étais prête dans ma tête, à faire autre chose, une des RH me dit: «Écoute, il y a un poste en Allemagne, qui s'ouvre, de directrice de cabinet. Est-ce que, ça t'intéresse? Est-ce que tu veux qu'on mette ton CV, sur la pile?» Donc déjà, je dis: «Un poste de quoi?» Parce que déjà je savais pas du tout ce que c'était donc elle m'explique, elle me dit: «Voilà, c'est pour aider un des membres du comité de direction, dans tous les projets qui sont les siens, tu verras, ça t'ouvre un réseau de dingue, ça te donne une visibilité, incroyable sur l'ensemble du groupe». Donc autant te dire que toutes mes notions de curiosité, de challenge intellectuel étaient en alerte maximale, donc j'ai dit: «Vas-y banco, mets le CV». Et comme la maison mère est à Darmstadt, donc près de Francfort, à peu près 2 heures 20 de route, ben, familialement, on a dit: «Ben, c'est moi, je fais les déplacements, je pars le lundi et je rentre le jeudi soir». Donc dans l'absolu, tout était à peu près, calé. Effectivement, mon fils avait, 8 ans, à ce moment-là et je m'étais pas trop posé de questions parce que comme j'étais pas mal, en déplacement, pendant toute son enfance, ou rentrer tard ou, en plus faisant pas mal de sport, donc j'étais quand même à droite à gauche. Je me suis dit: «Bah, pour lui, ça va pas être,
trop différent de ce qu'il a l'habitude de connaître. Certes, c'est plus régulier, mais voilà, comme il y a son papa et cetera, je voyais pas trop, le sujet. Et d'ailleurs, je lui ai expliqué. Je lui ai dit: «Écoute, voilà, maman, elle a une nouvelle opportunité professionnelle, mais ça me demande d'aller, en Allemagne, toutes les semaines, et cetera». Et donc on a, acté que je disais oui, à cette opportunité-là. Donc arrive la première semaine de janvier, 2014. Je fais ma petite valise, pour partir, 3 jours en Allemagne et donc mon fils me voit faire la valise et donc je lui dis: «Bon, bah, voilà, je pars en Allemagne, comme je te l'ai expliqué et cetera». OK, bon, du coup je pars mon lundi, je reviens le jeudi soir et le dimanche qui a suivi, je Refait. reprépare, ma petite valise. Et donc là, mon fils me dit: «Mais tu fais quoi là?» Et donc je lui dis: «Bah, comme je t'ai expliqué, là je c'est mon nouveau métier, faut que je parte, du coup, en Allemagne, donc c'est comme je t'ai expliqué, je vais devoir y aller, toutes les semaines». Donc là, il me regarde, il me dit: «Ah oui?» Il me dit: «Donc ça va être comme ça Tout toutes le les temps, tout semaines?» le temps. Et je dis: «Oui». Et donc il me regarde, il me dit: «Mais tu es obligé?» C'est le Et donc là, c'est j'ai obligé. c'est obligé Ouais. et là, je le regarde, je lui dis: «Oui, mais surtout j'en ai envie». Je sais pas pourquoi, en fait, ça m'est sorti, mais vraiment, c'est vraiment la réponse que je lui ai donnée. Et là, il me regarde, il me fait: «Ah bah, si tu en as envie, alors, tout va bien». Et il a tourné les talons. Génial. Et donc là, je me suis retrouvée avec ma petite valise et je me dis: «Wow, là, il s'est passé un truc, en fait». Mmh. Et hem et voilà. Et du coup, pour lui, c'était, enfin, c'était comme si, je sais pas, il y avait un besoin de s'assurer que c'était vraiment mon désir à moi aussi. Et alors je dis pas que les 2 ans ont été toujours, hyper faciles et que ça a coulé comme de l'eau de source, parce que de temps en temps, il se sentait bien, enfin, je sentais bien qu'il aurait préféré que je sois là et cetera. Donc sur les moments importants, j'ai toujours essayé de me libérer, de rentrer, quitte à faire un aller-retour, parce que finalement 2 heures de route, tu arrives quand Oui, même à le gérer. Mais pour moi, cet échange-là, cette discussion-là, elle a été, juste, incroyable. fondamental, ouais. Ouais, Ouais. fondamentale. Mais souvent les enfants, ils arrivent à percevoir, ça, ce côté un peu, dualité qu'on a. C'est-à-dire que si on culpabilise et qu'on n'assume pas quelque chose, ils vont s'en Ah, c'est emparer et sûr, il se serait ouais, et engouffré, se sera engouffrés, et il aurait là-dedans. vraiment tiré sur, je pense, sur, cette corde sensible. Mais ouais, c'est vraiment pour moi, c'était un moment, je pense que dont je me souviendrai Mmh. toujours parce que, il m'a laissé vraiment, pleine de réflexion, quoi. Mmh. En tout cas, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que, tu pas trop, les soucis que beaucoup de femmes, ont, à savoir, justement la culpabilité permanente et le syndrome de l'imposteur aussi. C'est-à-dire que le fait de prendre un job où tu n'y connais rien, ne te pose a priori aucun problème. Non. Alors que, on va dire, la majorité des femmes, Ouais. même si elles se sentent légitimes et compétentes, Mmh. elles ont toujours un petit peu ce syndrome de l'imposteur, genre: «Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce qu'on va pas trouver ma faille?» et cetera. Et pareil pour la culpabilité. J'ai l'impression que, voilà, le fait de pas culpabiliser, enfin, pour moi, ça me fascine, assez. Bah, en fait, je me dis déjà, on n'a qu'une vie, donc je pense qu'il est intéressant de ça c'est par rapport à la culpabilité, je me dis, heu, je pense que même mon entourage, ils savent ce qui m'anime. Et en fait, de voir l'autre qui s'épanouit et qui est, heureux, je pense que ça répond à à un certain nombre de questions. Et voilà. Après sur, effectivement, j'ai la chance d'avoir un mari qui s'occupe de beaucoup de choses, donc ça, c'est sûr que c'est irremplaçable. Et ça me permet, aussi de pouvoir m'épanouir, professionnellement, donc ça c'est clair. Hem, sur le syndrome de l'imposteur, c'est je dirais que en fait, quelque part, c'est une chance de n'avoir jamais été experte, dans aucun des jobs que j'ai occupés, parce que finalement,
j'y rentre toujours de la même façon. C'est-à-dire que je vais écouter beaucoup, essayer de trouver là où je peux aider l'autre et de me dire, ben, sur la base des qualités qui sont les tiennes, comment est-ce que tu peux, répondre, à la demande qui t'est posée? Donc ça, c'est, du coup, je me demande pas est-ce que je suis légitime ou pas. Est-ce que je doute? Oui, bien sûr, parce que je me dis: «Oh, est-ce que ça je saurais faire ou pas?» Mais après ça, je dirais, je balaye ça rapidement en me disant, finalement, qu'est-ce qui peut fondamentalement arriver? Au pire, je me plante, j'ai envie de dire et finalement, bah, les conséquences, c'est moi qui les assumerai. Donc et du coup, en imaginant ça, je me dis: «Bah, en fait, on verra bien» et puis, comme j'ai occupé différents postes, aujourd'hui, je me dis: «Si ça marche pas, je peux rebondir, dans autre chose». Et tu pas peur de te planter non plus? Je trouve que c'est assez impressionnant que tout finalement, voilà, enfin, il y a des moments où on est quand même terrorisé de pas mal de choses, où on a peur, et cetera de et en fait, on a l'impression que chez toi, non, jamais. Alors, c'est marrant parce que, quand j'ai repris le site, de Molsheim, heu, le monsieur qui avait envoyé mon CV dans cette fameuse agence intérim, j'ai déjeuné avec lui. Parce que finalement, il ne m'a pas perdu de vue et il a suivi, mon évolution, parce que pour lui, c'était assez fou. Il envoie un CV Ah bah, c'est sûr. pour une mission de 6 semaines et la fille, elle se retrouve à la Bah, tête ouais. de un des plus grands sites, du groupe, Mais je te dis, hein, tu sa meilleure pub, je pense. voilà, je Ouais. pense, ouais, ouais, ouais et donc j'ai déjeuné avec lui et puis il me dit: «Mais t'as pas peur?» et moi je lui fais: «Bah non». Et donc bon bref, donc on déjeune et cetera. Il me dit: «Ouais, tu quand même incroyable, tu pas peur?» Puis je dis: «Bah non, pourquoi je devrais avoir peur? J'ai des équipes, je les connais bien, je connais à peu près le sujet» et cetera et cetera. Et en fait, dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit: «Mais t'as pas peur?» et au bout de la 10e, je me dis: «Bah, faudrait peut-être que j'ai peur d'un truc en fait». En fait, c'est-à-dire que c'est eux qui ont Oui, insinué, oui, les et je doutes. me dis: «Est-ce que c'est moi qui suis complètement, à côté de la plaque Mmh. ou et je devrais plus m'effrayer, par rapport à la dimension de la tâche?» Mais en fait, comme j'avance jamais seule et que je prétends pas, détenir, quoi que ce soit seule, en fait, je me sens pas seule et du coup, j'ai pas ce sentiment de peur qui est pour moi plus lié à une solitude, où, tiens, d'un coup, il faut que je me retrouve, Donc tu pas peur, tu culpabilises pas et non. tu n'as pas, le syndrome de l'imposteur. Franchement, respect. Je pense que tu es aussi un modèle de femme accomplie, qui est, assez impressionnant donc bravo. En fait, c'est plus, est-ce que je suis à la bonne place? Je pense que la question, en tout cas, ma façon de réfléchir, c'est, et j'ai eu plusieurs fois cette sensation-là au cours de ma carrière, de me trouver là où je devais être. Je suis là où je dois être. Tu es alignée. Je suis alignée et et du coup, ça balaye tout le reste, en Mmh. fait, parce que forcément, tu as toujours des moments où tu doutes, où, tu dis: «Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Ou pas?» Et parfois, la réponse est non. Mais du coup, c'est OK, sur cette base-là, bah, comment je corrige? En fait, je me dis: «Ben, il y a toujours moyen de corriger ou de faire évoluer les choses, en fonction de l'étape d'après». Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu prends une décision avec, un certain nombre de faits ou d'éléments qui sont incomplets et après tu vois. Tu vois comment ça évolue. Est-ce que ça évolue dans le bon chemin ou est-ce qu'à un moment donné, tu es obligé de corriger? J'ai aussi pas mal appris à m'écouter et à reconnaître les moments où, Tu le sentais pas. c'est ça, il y Ouais, a un truc qui colle pas. ouais, Tu es pas capable de savoir quoi exactement au moment où tu te dis: «Il y a quelque chose qui manque, dans» mais il y a un truc qui te mais il y a dérange. un truc qui me Ouais. dérange. Et du coup, aujourd'hui, avec, l'expérience, je me dis: «S'il y a un truc qui te dérange, c'est que c'est pas clair. Si c'est Mmh. pas clair, c'est qu'il y a un truc qui t'échappe et donc l'étape d'après, elle sera pas forcément, positive». Et donc aujourd'hui, tant que c'est pas clair, bah, j'ai
déjà, j'ai pas peur de dire: «Là, j'ai pas compris». Des fois, il y a des Mmh. personnes, comme j'ai pas de background scientifique ni d'ingénieur ou quoi que ce soit, des fois, j'ai certains interlocuteurs, je comprends pas ce qu'ils me Mmh. racontent. Donc je leur dis: «Je suis désolée, j'ai pas compris». Et du coup, ils te réexpliquent et en fait, ça les force aussi, eux, à simplifier, vulgariser, et des fois, bah, ça nous amène tous les 2 plus loin que, si j'avais dit: «Ah oui, OK, d'accord, bon, il a l'air de connaître, il a l'air de savoir de quoi il parle, donc je lui fais confiance et je le laisse avancer». Non, si c'est pas clair pour moi, en fait, ce sera pas clair pour Les autres, la ouais. multiplicité aussi, quoi. Et dans ces moments-là, tu te dis pas que tu perds en crédibilité ou quoi que ce soit? Si par exemple en face de toi, parce que c'était une de mes questions aussi, Ouais, t'as des scientifiques, on va dire très pointus ouais, et etc. Et que tu dis: «Non mais là je comprends rien à ce que vous me racontez». ouais. Est-ce que t'as pas peur qu'on se dise: «Mais c'est qui, enfin elle a la tête et elle comprend même pas ce que je fais». Ouais. Est-ce que tu as c'est pas une de tes craintes ça aussi? Bah, bizarrement non. Ah oui. Bizarrement non, et parce que souvent, en tout cas dans les expériences que j'ai eues, quand je dis: «Écoute, je suis désolée, mais franchement, j'ai pas compris», il y en a deux trois derrière qui disent: «Moi non plus» Ah oui. et du coup, je me dis: «OK, je suis pas Ouais. toute seule», et en fait, c'est illusoire de croire, parce que tu as certains qui sont dans leur monde Mmh. et OK, ben, ils bossent sur un sujet et c'est hyper clair pour eux, mais en fait, comme je l'ai dit, on est dans un environnement tellement complexe où on a tous tellement besoin des uns des autres pour faire avancer des projets d'envergure, que ce qui est clair pour toi n'est pas forcément clair pour Mmh. l'autre Oui, puis c'est très technique et aussi. c'est Ouais, très ouais, ouais. technique et du coup, si demain tu as besoin de quelqu'un de la com, pour porter, ton projet ou, bah, c'est un peu ce que tu fais, comment tu crées une histoire, autour d'un projet, X ou Y, ici pour le coup un projet scientifique et cetera. Si toi tu comprends pas, Mmh. c'est impossible pour toi de créer l'histoire et du coup, si tu peux pas créer l'histoire, bah, ce projet-là restera dans un laboratoire Mmh. et ne deviendra pas, par exemple, la success story, de demain. Donc en fait, en prenant conscience que si moi je comprends pas et je suis très loin de tout comprendre, mais je me dis: «Si moi j'ai pas compris alors que je suis censée porter un truc, bah, je le dis pas», à mon avis, il y en aura au moins trois Ouais, quatre autres, qui seront OK. exactement dans la même situation. Et du coup, ça permet vraiment de relâcher la pression. Ça fait, déjà, ça fait rigoler tout le monde, Ouais. donc tout le monde se détend et du coup, ça engage la discussion. Ça permet, aux personnes qui se sont pas manifestées de dire: «Ah, je suis pas toute seule» Mmh. et ça nous rend, plus forts ensemble, quoi, donc du coup, non, j'hésite plus. Et en plus, humilité, on peut le rajouter à la petite liste, de des Ouais, je qualités. pense. Ouais, Ouais, je pense. OK. Ouais. Tu parlais de success story de demain, Oui, ce serait quoi pour toi? bonne question. Bonne question. Je dirais, bah, déjà réussir dans les fonctions là qu'on vient de me donner. Continuer à pouvoir, être un modèle, pour d'autres. Ça, c'est aussi un élément, c'est assez intéressant en fait quand je change de job, notamment quand j'avais repris le site. Bon déjà j'étais la première femme à être nommée à la tête du site de Molsheim. Et je sortais de 3 ans où on avait, développé un réseau féminin, Women in Leadership Mmh. et bah, quand j'ai pris mes fonctions, en fait, donc quand j'ai été annoncée, j'ai eu un nombre incroyable de messages de support, de félicitations, de la part des femmes et au début, j'ai pas compris, en fait, parce que je me disais: «Mais heu» je leur ai dit, je dis: «Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, pour vous?» parce que s finalement, ça ne Oui, concernait que moi, en fait, c'était une suite dans tout ça. logique aussi, Voilà ouais. et elles m'ont dit: «Mais tu te rends pas compte, tu as ouvert le champ des Mmh. possibles» et du coup, tu te dis: «Wow, là, ça devient sérieux, là» et parce que tu incarnes, jusque-là, c'était moi, ma progression, mon évolution, les jobs que je prenais, les risques que je prenais et d'un coup, je me retrouvais à porter quelque chose pour un plus grand nombre. Et là, tu t'es dit: «Ouais, ça change quand même la donne».
Donc là, le vertige, il est venu probablement plus à ce moment-là Ah oui. qu'une crainte de pas être légitime ou et cetera. C'est plus de se dire, heu Que tu avais une fonction finalement qui te dépassait un oui, peu, quoi. oui, Ouais, et je devenais une image oui. Un modèle et aussi. ouais, et ça, je dirais, on m'y a pas préparé. C'était OK. peut-être l'élément le plus intéressant de, heu, pareil, tu deviens une image publique. C'est-à-dire que voilà, la presse commence à parler de toi, commence à faire des articles, et cetera, et il y a eu le questionnement, c'est-à-dire, puisque forcément aussi, mon village m'a félicité et cetera via le Facebook de la mairie, et là tu te dis: «Mais attends, en fait, Qu'est-ce qu'ils attendent de moi, quoi? oui», et Ouais. puis il y a 3 personnes à la maison qui ont rien demandé. Mon mari et mes 2 enfants, ils se disent: «Attends, jusque-là, j'étais dans l'anonymat et puis ma carrière, c'était ma carrière et il y avait pas de, la enfin la frontière entre le privé et le public était assez, étanche, en fait, et donc voilà, tu deviens une image et en fait, avec toutes les responsabilités qui vont avec. C'est-à-dire, je me promène au supermarché et je croise forcément, quelqu'un qui me connaît, et donc ma fille, elle me dit: «Mais maman, tu connais tout le monde?» Alors je dis: «Non, non, pas tout le monde, pas tout le monde». Donc à chaque fois que je croise quelqu'un, elle me dit: «Mais cette personne-là, elle travaille aussi chez toi?» Et je dis: «Oui, oui, oui». Donc c'est aussi drôle, de voir, tout ce que ça génère en fait Mmh. comme à côté, et donc pour répondre à ta question, je dirais c'est, enfin la réussite, ce serait de pouvoir continuer à être cette image-là, à Une être, ambassadrice ouais, une ambassadrice, et de se dire, si à un moment donné je peux aider d'autres personnes, à se lancer voilà, ou ouais. à OK, oser à oser. et ben, de pouvoir continuer à être cette personne-là. Mmh. Super. Mmh. Merci beaucoup. Pour terminer ce podcast, j'ai quelques questions, on va dire, pour de vrai. Oui. Donc une de mes questions, c'était justement, pour de vrai, ça faisait quoi de rien comprendre quand tu as un scientifique? Mais pour de vrai, si on devait résumer, justement tout ce qu'on vient de se dire, Mmh. quel type de patronne tu penses, être? En 1 ou 2 mots, qu'est-ce que tu dirais? Alors je pense, je dirais, quelqu'un qui est, proche des gens, heu, authentique, ça c'est un peu les retours, que qu'on me donne. Hem, ouais, avec qui on peut vraiment, parler, quel que soit, le niveau dans l'entreprise. Et puis, j'ai a priori un sourire qui me caractérise, donc je suis plutôt quelqu'un qui est, ouvert et avec qui il est facile, d'échanger. Super. Et où c'est qu'on peut retrouver donc du coup, ton actu? Donc, bah, évidemment si on suit BioValley et Merck, on va Oui, retrouver un petit peu ce que tu oui. fais. Donc c'est sur les réseaux sociaux, il y a Sur d'autres, les réseaux sociaux, LinkedIn, ça c'est sûr, je poste pas mal de choses, sur les actualités, professionnelles. Facebook, parce que comme je fais pas mal de sport et donc je suis présidente de club de volley, donc il y a pas mal d'activités aussi au niveau volleyballistique. Voilà, ça c'est mes 2 moyens de communication, préférés. avant de conclure ce podcast, j'ai une dernière question. Mmh. Quel enseignement tu transmets à tes enfants? Parce que du coup maintenant tu en as 2. On a parlé du fils de 8 Oui, ans, oui, mais donc du coup tu as eu une fille aussi entre-temps. oui. Et qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis aussi: «Allez-y, osez»? Ah oui, complètement, complètement. Mais c'est assez drôle parce que j'adore les regarder grandir en fait, donc mon fils a maintenant 19 ans et ma fille elle a 9 ans, et en fait, c'est parce que ça se dit pas, mais c'est de voir ce qu'ils ont pris Oui. dans, leur comportement, dans justement, leur façon de se comporter, les valeurs qui sont les leurs et cetera, et de voir comment ils se sont nourris de façon implicite, parce que tu le décrètes pas en fait, de voir ce qu'ils ont pris, des 2 parents quoi, et de voir comment, ils construisent, leur propre chemin à eux. Hem Moi, je leur dis: «Tout est possible, en fait», donc
écoute-toi, fais tes choix et n'aie pas peur. Et n'aie pas peur. Et tant que tu fais ce qui vraiment t'anime, tu réussiras en fait. Merci beaucoup, Romina. Avec plaisir. Merci à toi. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir que vous suiviez cette aventure avec moi. Merci.